Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus pour notre 24e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zebounou, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions, c'est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème neutralité carbone, défi d'une ambition planétaire, réaliste ou irréelle. Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés le président de RAD ONG. Qui est-il? Pourquoi nous êtes ici précieux ce soir? Dans un instant, vous aurez le plaisir de faire la connaissance de M. Junias Azandimon pour qu'il partage avec nous de précieux enseignements. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais vous dire que si vous aviez des questions, si vous souhaitez interagir à l'occasion de ce 24e épisode de webinaire sur la neutralité carbone, attendez la fin de son intervention pour poser vos questions. Vous aurez le choix en appuyant sur chat, écrire directement votre question ou votre commentaire dans la discussion ou tout simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche, levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Bonsoir, monsieur Assentiment, comment allez-vous? Je vais bien, bonsoir. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de vous avoir à l'occasion de ce 24e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Moi, je vous connais puisque nous avons discuté de long à large durant le mois, mais voulez-vous, s'il vous plaît, vous présenter de nouveau à nos chers participants, ceux qui nous regardent actuellement et ceux qui nous suivront par la suite, une fois que la vidéo aura été mise sur les réseaux sociaux. Merci. Je suis Junias Azandimon, président de RAED ONG. Je suis expert consultant géo-environnementaliste et également acteur de développement durable. Merci. Merci beaucoup, M. Azandimon, pour cette présentation que vous avez partagée avec nous. Alors, M. Azandimon, vous qui êtes président de RAD ONG, que pouvez-vous nous dire sur ce thème? Neutralité carbone, défi d'une ambition planétaire ou réaliste. Nos chers participants qui sont là souhaitent vous écouter et développer ce thème que vous avez préparé le mois durant. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Pour entrer dans le vif du sujet, je souhaite nos sincères excuses pour le retard, les quelques minutes de retard accusé. Je crois que le thème qui nous réunit ce soir, c'est neutralité carbone, défi d'une ambition planétaire réaliste ou irréelle. Je crois que l'objet de cette séance de webinaire repose sur une analyse critique des ambitions climatiques mondiales. Je me ferai le plaisir de vous faire ma présentation échelonnée selon le plan suivant, une introduction. Le point suivant reposerait sur une ambition nécessaire et théoriquement réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? On va développer cela dans la suite de ma présentation. Après cela, nous allions voir les obstacles majeurs qui rendent l'objectif irréaliste aujourd'hui. Après cela, nous allons voir le dilemme complexe entre le réalisme et la réalité. Cela suivra les conditions pour rendre la neutralité carbone réaliste dans notre contexte actuel. Suivra ensuite une conclusion. Donc, cette présentation se ferait également aussi bien de façon participative, puisque à la fin de la séance, des questions seront posées. Nous allons essayer de voir ensemble le contenu des approches de solutions. Pour ma part, j'aime beaucoup plus que, au fil du temps, vous allez voir quelques images qui vont susciter un peu la question de co-créativité. Nous allons ensemble voir, nous avions posé la question
déjà que est-ce que cela, c'est du réalisme ou de l'irréel? Nous allons ensemble voir dans quelle mesure cela pourrait être réel et dans quel horizon temporel. En introduction, nous savions tous qu'aujourd'hui, le changement climatique est une réalité aux enjeux considérables. La neutralité carbone représente l'un des objectifs climatiques les plus ambitieux de ce siècle. Elle implique de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre, les GES, et de compenser les émissions résiduelles par des puits carbone tels que les forêts, les sols, la technologie aujourd'hui, la technologie de captage qu'on appelle souvent. Nous savons que si aujourd'hui nous sommes arrivés à cela, nous le rendons à l'accord de Paris qui ambitionnait en 2015 de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Aujourd'hui, nous le voyons, 2050, nous sommes à environ 25 ans maximum de cet horizon temporel. Cela apparaît désormais comme un impératif depuis l'accord de Paris pour atténuer l'impact majeur des changements climatiques, notamment le réchauffement planétaire, et contenir l'augmentation de la température globale à un maximum de 1,5 degré Celsius. Dans cette perspective, l'objectif des pays signataires de l'accord de Paris d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 constitue une contribution essentielle à cet enjeu mondial, puisque c'est un rêve de tous les pays. Au vu de l'alarme que cela lance aujourd'hui, nous voyons beaucoup de conséquences, la fonte des glaciers, nous avons la montée des eaux, tellement d'impacts qui font qu'aujourd'hui, cette ambition devient une nécessité ou d'un idéalisme hors portée. C'est une question qui mérite beaucoup d'attention et fait aujourd'hui l'objet de notre échange. Je rappelle que l'accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant, c'est ce qui se dit, mission nécessaire et théoriquement réaliste. Ce n'est pas que cela n'est pas réaliste. Nous savions que cet idéal est un consensus scientifique et politique. Mais le GIEC, qui est aujourd'hui l'institution qui parle de l'évolution du climat au niveau mondial, on appelle ça le groupe intergouvernemental sur le climat, affirme clairement que la neutralité carbone mondiale est nécessaire d'ici 2050 pour éviter des catastrophes climatiques irréversibles. Cette urgence climatique a poussé plus de 130 pays à s'engager officiellement dans des trajectoires de neutralité. Les progrès dans les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, les véhicules électriques que nous voyons aujourd'hui, le captage, la technologie du captage du CO2 montre qu'une transition énergétique est techniquement possible. Le coût des énergies solaires et éoliennes a drastiquement chuté depuis les années 80. En une décennie, nous avions de plus de 80%, excusez-moi, de plus de 80% en une décennie, seulement 10 siècles d'investissement dans l'amélioration de tout ce qui est technologie, nous avions constaté que tout ce qui auparavant constituait des choses du riche, on ne peut pas devenir autonome. Aujourd'hui, cela est possible. Et grâce à la recherche qui se fait dans ce sens, les investissements que les États et les pays font dans tout ce qui est technologie pour pouvoir réduire l'effet du changement climatique à travers la transition énergétique, aujourd'hui, nous avions constaté que 80% de ce prix est réduit. Et cela montre qu'une transition énergétique est techniquement possible. Le coût des énergies solaires et éoliennes qui a chuté a mobilisé beaucoup plus de personnes à s'investir, à s'engager beaucoup plus résolument. Et on constate une mobilisation citoyenne croissante. Aujourd'hui, on parle de justice climatique. Aujourd'hui, on parle de bon nombre de thématiques. Des mouvements de jeunes se soulèvent. Des ONG, des entreprises,
les collectivités territoriales également soutiennent cette transition vers la neutralité carbone. Le secteur privé s'y est intéressé aussi par la conviction et la pression des marchés. Aujourd'hui, beaucoup veulent s'investir. Nous allons dans les pays comme les pays du Sahel, comme les pays comme le Bénin, qui bénéficient d'un climat assez majestueux, assez bénéfique, surtout au vu de de tout ce que les potentialités naturelles nous offrent, comme le soleil, où beaucoup s'investissent dans cette question d'adopter les énergies propres, ce que nous avons là aujourd'hui, où nous voyons la flambée de tout ce qui est énergie solaire sur nos marchés, à travers les produits que nous consommons, les lampes torches. Aujourd'hui, cette forme d'énergie s'immisce dans notre quotidien. Cela a imposé en réalité le besoin du marché et le secteur privé s'y est investi avec le soutien de tout ce qui est investissement international. Des obstacles majeurs rendent l'objectif irréaliste aujourd'hui. Nous savions que depuis cet accord de Paris, des engagements sont restés trop vagues pour nos contraires. L'évolution du climat prend, principalement avec le réchauffement climatique qui prend de l'ampleur. Mais beaucoup comptent de manière excessive sur des technologies encore non matures, comme le captage et le stockage du carbone, pour pouvoir faire redescendre la pente. Au lieu que des actions concrètes se prennent sur le terrain, nous avions ce rêve où des investissements se font. Certes, on ne dit pas que ça ne va pas aboutir. Non, ça peut aboutir. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? Parce que même les récentes données sur le climat, sur l'évolution du climat, publiées par le GIEC, montrent que c'est vrai que depuis 10 ans, nous avions fait des promesses, mais normalement, nous devrions déjà sentir une régression de cette trajectoire. Mais les dernières nouvelles ne montrent pas ce que nous envisageons, ce que nous avions tant souhaité, qui devrait être déjà. Nous avions également la question du déséquilibre nord-sud, qui est aujourd'hui criant. Les pays du Nord, que nous savions tous, historiquement responsables du changement climatique, contribuent beaucoup plus à cette question de pollution massive avec les industries. Nous savions tous, quand on parle de l'ère industrielle, ça a commencé par les pays du Nord qui ont développé beaucoup d'évolutions technologiques, qui ont développé beaucoup d'industries, qui se sont lancés dedans, mais qui aujourd'hui se sentent, pas forcément se sentent, mais on sait qu'historiquement, ils sont responsables de tout ce qui est changement climatique. Je ne dis pas que cette charge leur est seulement imputée. Non, nous avions également nos habitudes quotidiennes, nous avions bien d'autres choses qui ont contribué à cela. Mais quel est le poids de tout ce que les pays du Sud ont fait pour qu'on en arrive là? C'est minime. Donc, de ce plan, ils sont beaucoup plus responsables. Et ce déséquilibre, normalement, nous avions eu beaucoup de traités qui ont été pris, beaucoup d'engagements qui ont été pris, où on a même le traité qui parle du pollueur-payeur. Mais est-ce que réellement tout cela se fait? Quels sont les mécanismes mis en place pour que cela soit? Ce déséquilibre constaté entre ces deux pays montre que nous avions un problème que nous devions régler. Ces inégalités dans les responsabilités, dans les moyens. Ils ont plus de moyens parce qu'ils ont tellement investi dans l'industrialisation, ils ont tellement investi dans la technologie, mais aujourd'hui, ces actions anthropiques, beaucoup plus orientées vers ces pays, nous causent d'énormes dégâts, rend notre environnement presque invivable. Mais qu'est-ce qu'ils font concrètement pour que nous puissions tous, nous n'avions pas cette même responsabilité. Les pays du Sud, qui sont peu émetteurs, sont très vulnérables et peinent à financer. Nous sommes vulnérables. Nous n'avions pas contribué à la chose, mais nous en sommes vulnérables.
Mais le problème encore est que nous peinons à financer sur ce rêve que nous avions de si cher pour continuer et garantir un environnement vivable à notre génération future. Nous avions également le modèle économique mondial qui est aujourd'hui et qui reste toujours carboné parce que nous savions tous aujourd'hui que ce n'est pas l'Amérique que nous allons dire qui se détourne de l'énergie fossile. Les énergies fossiles et une surconsommation de tout ce qui est énergie impropre à notre environnement, de tout ce qui est ressources. Sans rupture structurelle, la neutralité carbone pourrait rester seulement un slogan. Nous avions cette question aujourd'hui qui plane. Réalisme ou réalité? Réalisme ou réalité? Réalisme, techniquement, oui, c'est contraire au réalisme technique et contraire au réalisme politique. Ça, il faut que nous le disons vraiment dans les yeux, hein, parce que c'est vrai, techniquement, c'est possible. Est-ce que politiquement, c'est possible? La neutralité carbone est réaliste, techniquement et scientifiquement. Tout prouve que nous pouvons y arriver. Mais l'irréaliste politique et économique est vraiment ce qui pèse dans la balance. Si l'on ne revoit pas en profondeur les modes de production, de consommation et les rapports nord-sud, je puis vous dire qu'un autre cap nécessaire est à prendre, mais qui ne pourra être atteint que si les engagements deviennent contraignants, parce que on ne va pas dire encore engagement, l'accord de Paris, on a pris des engagements, on a pris des trucs à chaque événement international orienté sur la protection de l'environnement, des journées internationales où des études se font, des engagements se prennent, des politiques qui sont orientées. Mais si des engagements contraignants, surtout ces pays, principalement les pays du Nord, qui se montent en flèche avec leur technologie, qui montent en flèche toujours dans l'industrialisation, mais qui ne basent pas, puisque c'est presque impossible, s'il faut dire, je ne vais que rester sur les énergies propres, leur mode d'évolution, aussi bien politique, économique et en termes de recherche, va chuter. Et cela, chaque pays a peur. Chaque pays a peur. Donc, si ces engagements ne deviennent pas contraignants, je pense que ce serait un autre souci. Si la justice climatique n'est pas placée au cœur des politiques, nous avions toujours un problème. Et si chacun des États, entreprises, citoyens, nous n'agissons pas à notre échelle pour cette grande cause, je crois que nous risquons de vivre toujours et continuellement dans leur conditionnalité se traduisent en effectivité pour rendre en quelque sorte la neutralité carbone réelle dans un horizon temporel défini. Ou pensez-vous toujours que cette volonté de 2050 d'arriver à atteindre la neutralité carbone zéro en 2050 reflète-t-elle encore toujours, selon vous, du réalisme? Je crois que c'est un exercice que nous allons faire ensemble et à travers vos questions et réponses, nous allons venir à bout. Permettons de conclure pour ne pas que nous revenions à ce que, parce que le mode de communication, c'est après la communication, les questions-réponses. Je vais me permettre de faire une première conclusion, puisque j'aurais vraiment voulu que la conclusion finale de ce webinaire débouche sur ce que nous pensons visiblement possible, ce que nous pensons techniquement possible, ce que nous pensons politiquement possible, soit traduit en une feuille de route que nous pouvions, en tant qu'organisation de la société civile ou entreprise ou personnes physiques, que nous pouvons nous engager, sur lesquelles nous pouvions mener des actions, sur lesquelles nous pouvions mener des actions de plaidoyer, mener des actions concrètes sur le terrain, permettre à ce que cela soit en réalité une réalité.
La neutralité carbone n'est ni une utopie, ni une garantie. Ça, soyons clairs. Elle est un défi seulement planétaire, exigeant à la fois visionnaire et conflictuel. Si l'humanité, je dis bien, si l'humanité s'en donne réellement les moyens, nous allons y parvenir. Nous pouvons transformer cette ambition en réalité. Sinon, elle risque de n'être qu'un mirage politique. De plus, face à une urgence écologique bien réelle. J'ai prévu à la fin quelques questions de discussion. Selon vous, que faut-il réellement pour que la neutralité carbone devienne plus qu'un concept? Référons-nous simplement aux 3 tendons que nous avions et définissions la route, la conduite à tenir. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Azondimon, pour ce développement que vous avez partagé avec tous ceux qui étaient sur la plateforme. Et effectivement, nous nous posons cette question. C'est que faut-il réellement au sein de nos communautés, au sein de nos nations, pour que la transition écologique, que la neutralité carbone soit une réalité? Que nous faut-il faire? Puisque, vous l'avez dit durant votre développement, nos actions seules ne suffisent pas. Nous avons écrit des lois, nous avons participé à des congrès où des lois ont été votées, où de nombreuses nations se sont mises ensemble pour accepter, pour rédiger un certain nombre de lois. Mais force est de constater que malgré que ces lois soient écrites, les choses n'évoluent pas. Que faut-il faire selon vous? Je crois que mes conseils ont été déjà longuement discutés. Ce n'est qu'une affaire qui concerne chacun de nous. Et je crois qu'ensemble, nous devrions normalement voir vers quel horizon nous souhaitions véritablement aller. Est-ce que nous allons toujours laisser la politique prendre le dessus et la politique économique mondiale dicter la loi? Parce que nous savions que nous n'allons jamais, les pays les plus avancés ne vont jamais, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à preuve de contraire, régresser dans leur utilisation de l'énergie fossile. Et l'énergie fossile non plus n'est pas prête à terminer maintenant pour qu'eux, ils s'en détournent les yeux. La question est, ensemble, que devrions-nous faire? C'est ça la réelle question. Puisque il ne suffit pas de nous engager, de dire, bon, voilà. Mais concrètement, je crois que la responsabilité incombe chacun de nous. C'est vrai, nos petites actions, aussi bien à domicile, nos petites actions, aussi bien individuelles que collectives, doivent pouvoir en réalité nous permettre d'aller vers cette volonté. Mais quel est le poids que cela fait sur la balance? C'est ça en fait la chose. C'est vrai, peut-être au niveau microclimat, nous allons essayer de changer un peu la donne, mais au niveau macro, quelle est la suite? Je crois que nos actions, aussi petites qu'elles soient, à l'échelle locale, ne vont que nous permettre de mieux respirer, ne vont que nous permettre de faire un certain nombre de choses. Mais au niveau mondial, quel est l'impact que cela aura réellement? Je ne dis pas que ce que nous faisons individuellement ou aussi bien collectivement au niveau local est sans effet. Non, cela a bel et bien des effets au niveau microclimat. Mais parlant de neutralité carbone, nous ne pouvons pas nous soustraire du monde, nous ne pouvons pas nous soustraire de la planète et vivre en autarcie. Nous n'avions pas encore ce dôme qui nous permettrait d'être simplement. Et puis, nos actions aussi bien à l'échelle locale va nous permettre de dire que ici, dans ce dôme, nous vivons dans une neutralité carbone. Non. Alors là, c'est un engagement que nous devrions prendre aussi bien collectif, chaque pays, aussi bien à l'international, pour pouvoir vraiment compter et venir à bout de notre objectif commun. Mais déjà, est-il que, je disais tantôt, que nous devrions, au niveau de chaque État,
réfléchir, transformer déjà les modèles économiques et énergétiques. Les modèles économiques pour pouvoir ne plus trop continuer à surfer sur ce qui est investissement dans des énergies fossiles, investissement dans tout ce qui va faciliter l'évolution de cette trajectoire. Chaque pays devrait déjà prendre de façon personnelle cette responsabilité, se dire, voilà, je ne vais plus le faire. C'est ce qu'on peut se dire. Au niveau individuel, notre modèle économique, je ne vais plus investir dans l'achat des petits sachets, parce que les sachets que nous utilisons viennent d'où? Ce n'est qu'un processus de transformation de tout ce qui est pétrole. Ça vient de là. L'exploitation de tout cela, même de la production du plastique jusqu'à sa consommation, impacte négativement notre environnement, de sa production, parce qu'elle est issue des pétroles, jusqu'à sa consommation. Nos habitudes, nous finissons de l'utiliser, nous jetons. Son cycle de destruction, de destruction n'est pas petit. Ça s'infiltre dans nos écosystèmes, ça dégrade notre environnement. Donc ça fait reculer tout ce que nous faisons sur le plan protection de la biodiversité et autres. Nous devrions savoir que chaque ménage va essayer de voir. Mais cela relève d'une politique nationale. Ce n'est pas, c'est que c'est vrai. On trouve que c'est contraignant de ne pas rapidement acheter. Vous allez simplement au marché. Ce que nous pouvons faire, c'est peut-être miser sur la réutilisation de tous ces plastiques que nous payons en tant qu'organisation de la société civile entreprise, nous tourner un peu plus vers une consommation assez responsable. Sur le plan énergétique, je pense que là, nous pouvons faire. Je prends l'exemple de Raed ONG. Nous, par exemple, notre organisation, le siège de notre organisation est entièrement sur de l'énergie solaire, avec une petite touche d'énergie éolienne en expérimentation pour maintenir un certain nombre comment ils appellent, pour maintenir un peu l'énergie, pour que ça n'aille pas complètement à bas. Nous avions ce modèle. Nous devrions essayer de voir les modèles dans chaque pays, les modèles énergétiques propres à nous. Si nous avions en plein temps du soleil, miser sur ça. Si c'est le vent, nous avions misé sur l'énergie éolienne. Et je crois que il y a également une autre forme d'énergie qui est en train de naître, qui mise sur tout ce qui est magnétisme. Donc, nous allons voir. C'est vrai que les recherches poursuivent toujours pour rendre ça beaucoup plus à l'échelle commerciale, mais je pense que ces formes d'énergie propre doivent pouvoir être intégrées dans notre quotidien, doivent pouvoir nous permettre de prendre des décisions assez réfléchies. Dans quoi nous devrions nous investir? Je crois que nous devrions plaider. C'est vrai, nous allons toujours rester. La dernière fois, quelqu'un me demandait, devrions-nous seulement continuer à plaider ou nous sommes dans une telle condition et puis on entend l'USAID est fermé. On entend tel financement venant de tel pays est fermé. On attend si. Qu'est-ce que nous devrions faire? Est-ce que nos plaidoyers montent toujours vers les personnes qui doivent nous soutenir ou nos plaidoyers restent seulement à notre échelle? Je crois que nous avions plusieurs questions qui nous reviennent à l'esprit et que ensemble et collectivement, nous devrions trouver la réponse. La question de combattre tout ce qui est changement climatique n'est pas une question à l'échelle d'une seule organisation ou à l'échelle d'une seule personne ou à l'échelle d'une seule... Non, ni même d'un seul pays. Nous ne pouvons que régler ce que nous pouvons régler. Mais la question de neutralité carbone relève d'une question mondiale. Instaurer des mécanismes de redevabilité politique, ça, c'est encore une autre question. Je nous laisse quand même réfléchir et voir. J'aurais bien aimé apprécier si cette question à l'horizon 2050, si nous pensons toujours que cela est du réalisme. Je nous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Azandiman, pour ce développement.
Nous ne sommes pas seuls à l'occasion de ce 24e épisode de webinaire que nous avons repris et nous profitons de l'occasion pour présenter nos excuses pour ce 24e épisode de webinaire qui, lors de sa précédente diffusion, avait connu un sérieux problème. Mais nous profitons de l'occasion pour présenter à nouveau nos excuses à tous nos participants. Nous ne sommes pas seuls sur la plateforme, il y a de nombreuses autres personnes. À présent, l'occasion vous est donnée, vous qui êtes sur cette plateforme, d'ajouter votre pierre à l'édifice et de contribuer à changer les mentalités en Afrique. Certes, M. Azantimon l'a dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps, mais bien évidemment, je suis sûr que si collectivement nous commencions déjà à mettre en œuvre ces recommandations, eh bien, nos communautés se porteront de mieux en mieux et notre cadre de vie sera de plus en plus sain pour nos santé, pour les santé de nos enfants et pour les générations à venir. Alors, si vous avez envie d'interagir à l'occasion de ce webinaire, nous le rappelons une fois de plus, vous avez deux possibilités. La première étant écrire directement votre commentaire dans la discussion en appuyant sur chat ou tout simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à gauche. Levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole, pour que vous puissiez interagir à l'occasion de ce 24e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Merci beaucoup à vous, Monsieur Azandimon, pour tous ces développements que vous avez partagés avec nos différentes communautés. Je vous remercie. Ceux qui sont sur la plateforme et bien évidemment ceux qui profiteront du webinaire une fois que la vidéo sera mise en ligne. En attendant d'avoir peut-être un candidat, avez-vous un mot de fin à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de nos communautés, vu que vous animez ce 24e épisode de webinaire, avez-vous un mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement et ceux qui nous suivront dans le futur, une fois que les vidéos seront mises sur nos différentes plateformes? Monsieur Azandimon, vous avez un mot de fin? Merci beaucoup. Je crois que mon mot de fin serait un appel vibrant à l'endroit de chaque jeune, parce que je crois que, comme tu l'as si bien énoncé, un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Mais je pense que si ensemble, chacun de nous fait son pas, ce voyage lointain que nous voyons, nous y arriverons. C'est comme un éminent orateur qui disait tantôt que dans un pays, au pays des oiseaux, il y a les cages qui brûlaient. Et un seul oiseau l'a constaté, un si jeune oiseau. Il va avec son aile, il prend de l'eau et il revient et il secoue l'aile pour que l'eau puisse se renverser sur l'eau qui est sur ses ailes puisse se renverser sur ce feu qui est brûlant et qui ravage leur domicile. Et c'est là que les autres animaux le regardaient, mais se mettent à rire énormément. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il dit, toi que la taille au complet ne dépasse pas un petit caillou, c'est toi qui t'es vêtu à le faire, mais il se met à rire et dit, oui, j'y arriverai jusqu'à ce que je perde le souffle de vie. Mais je ne me laissais pas embraser par le feu. Sur ce, je nous appelle chacun de nous, jeunes. L'avenir, normalement, doit être dicté par nous. Et si nous laissons notre planète partir, je crois que nous n'aurions plus de quoi faire nos preuves. Chacun doit jouer sa contribution. Chacun doit s'y mettre. Aussi bien petit, pas que grand, nous devrions essayer. Et certainement en essayant, ils verront que nous avions de l'espoir et nous devrions faire. Ils doivent nous accompagner afin que demain ne soit pas incertain et que demain soit certain. Je vous remercie. Je sais que il y a des organisations qui font des pas, beaucoup. Plusieurs entreprises, plusieurs organisations de la société civile, plusieurs jeunes, aussi bien au niveau local qu'au niveau international, puissent témoigner les actions que nous voyons chaque jour sur les réseaux sociaux qui visent
beaucoup plus la sensibilisation puisque c'est le nœud de la guerre. D'autres sont, mais ne connaissent pas en réalité que nous sommes sous le coup d'un certain nombre de phénomènes internationaux. Mais nous devrions quand même agir, les informer, afin que ceux-ci se rallient à nous pour que les actions soient beaucoup plus impactantes. Nous avions beaucoup d'événements que nous organisons. Ceux qui disent que devraient faire participer par exemple au camp régional du FAODD, où l'édition 2025 se tiendra certainement au Burkina Faso. Il y a également plusieurs autres activités que nous faisons qui permettent en réalité à chaque jeune de prendre acte et de dire ah oui, j'ai vu ceci, je peux le faire au niveau local, je peux le faire une fois dans mon village, je peux le faire une fois chez moi. J'ai vu des mesures, par exemple la fabrication du compost, où je vire directement vers l'économie circulaire qui est beaucoup plus propre, qui nous permet d'atteindre sans pour autant manger, survivre, mais quand même sans pour autant détruire notre planète. Il y a beaucoup d'actions que nous faisons et je nous invite quand même à voir qu'est-ce que nous pouvions faire et à nous y investir. Aussi bien sur le plan commercial où nous avions les plaques solaires, nous avions l'énergie solaire que nous devions promouvoir. Nous sommes un pays béni, par exemple au Bénin ou dans les pays du Sahel, où nous devrions tirer profit de tout ce que Dieu nous a. Je vous remercie et par cet appel, je dis à chaque jeune qu'il doit jouer sa contribution. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Azandiman Junias, président de RAD ONG, d'avoir été des nôtres à l'occasion de ce 24e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Nous vous remercions sincèrement pour cette participation à cet épisode. Alors, nous avons des remerciements de M. Mawena Osé, je suppose que c'est depuis Parakou. Et merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir été des nôtres à l'occasion de ce 24e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Merci à tous et à toutes. Alors, vous retrouverez bien évidemment dans quelques jours cet épisode sur nos différentes plateformes, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et bien évidemment, nous vous invitons à les consulter afin d'avoir des renseignements sur les différents épisodes de webinaires sur la neutralité carbone que nous avons déjà diffusés et sur celles que nous diffuserons dans quelques jours. Vous pouvez également nous écrire directement si vous souhaitez intégrer notre canal et recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires au plus 229 60 22 94 94. Le plus 229 60 22 94 94 ou nous écrire directement à l'adresse mail marketing@solasolution au pluriel .africa.com marketing@solasolution au pluriel .africa.com. Les différentes informations que je viens de passer sont bien évidemment disponibles dans la discussion que vous pourrez au passage copier et garder sur vous. Merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres et au revoir.